Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. J'ai le plaisir d'être avec Marie-Véronique Salvagnac, qui exerce certainement le plus beau métier du monde. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté de témoigner au micro de ce podcast. J'avais assisté à des cours de préparation à la naissance à votre cabinet situé à Ribérac à l'époque, lors de ma première grossesse en 2021. Et je garde un très beau souvenir de la confiance dans laquelle je me trouvais lors de ces séances. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité consacrer un épisode à votre histoire, à votre maternité, d'une part, mais aussi votre parcours en tant que sage-femme, qui doit certainement être un petit peu lié. Et je suis très contente que vous ayez répondu présente à mon invitation, du coup. Et c'est parti, je vais vous laisser vous présenter un petit peu rapidement, dans un premier temps. Bon, avec plaisir, bien sûr, mais je suis quand même intimidée par cette histoire de micro et d'enregistrement. Oui. Ça va aller. Donc, je suis sage-femme depuis 81, ça veut dire que j'ai commencé un petit peu de manière antérieure par les études, qui étaient pas marrantes, que j'ai failli abandonner chaque jour. D'accord. Chaque matin, je me demandais si j'y retournais. Ah oui. Oui. Et ça, c'est resté longtemps. Je pense que ça a un petit peu changé maintenant, mais il y a toujours cet esprit un peu militaire, un peu. D'accord, oui. On va vous casser pour vous faire rentrer dans le moule. Oui. Donc j'ai mis 1 an à me remettre de ces études après mon diplôme. Avant d'exercer. Non, j'ai exercé. Ah oui, en exerçant en parallèle. De toute façon, mais à me remettre, à me retrouver moi un petit peu. Et donc pendant 1 an, j'ai fait des remplacements dans des maternités, de préférence petites, parce qu'il y avait le caractère humain qui m'intéressait beaucoup, de pouvoir avoir un suivi avant, pendant et après l'accouchement, ce qui n'est pas du tout le cas dans les grosses maternités. Et il y avait déjà de l'abattage et des promesses de péridurale qui, à l'époque, n'étaient pas vraiment des péridurales et qui avaient des effets secondaires très délétères. Ça, plus le fait que bon, j'ai fait des études de sage-femme parce que je voulais savoir comment on faisait des enfants. D'accord. Pour un titre personnel. Oui, du coup. Ça m'intéressait. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, donc dans les années 80 déjà, enfin, j'ai commencé mes études dans les années 70, mais dans les années 80, c'était encore extrêmement tabou. Oui. Les femmes de ma famille et en particulier ma grand-mère me posaient beaucoup de questions sur la sexualité, la maternité, la fécondité. D'accord, elles étaient encore très très ignorantes, malgré elles-mêmes des maternités, puisque je suis là. Et puis des amis avec qui elles parlaient, mais on parlait absolument pas de ça, ni à ses enfants. Même il y avait un gros tabou au niveau des règles. C'était, enfin, en ce qui concerne les règles, c'est tout récent qu'on commence à en parler. Et encore même à la télé, on voit on voit des pubs avec du sang. C'est tout récent, ça aussi. Vrai. On vient de loin en arrière. Oui, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la médecine et en confiance. Et en fait, sur la région ou du coup à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse. J'habitais par là-bas. D'accord. Oui. Donc quasiment tout de suite, vous saviez que assez rapidement, vous saviez que vous vouliez devenir sage-femme.
Bah non, 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 c'est après des échecs divers. D'accord. Et puis, bon, je voulais faire médecine, mais j'ai eu d'autres échecs et je voulais une formation courte et précise. Et en fait, en matière de précision, j'ai vraiment été très, très déçue par les études. C'était infantilisant. Alors, il y avait quand même le côté clinique qui a disparu maintenant et qui était vraiment développé et intéressant. Donc ça a été le socle de mon exercice après. Mais côté théorie, c'était lamentable. Plus les stages, on partait en stage le matin à 6h30, hein, on n'avait pas le droit de manquer un cours, enfin c'était vraiment militaire et fatigant et difficile. Parce que s'ajoutaient en plus les gardes, on avait des gardes de 12 heures qui alternaient jour et nuit pendant les études, donc ça casse vraiment, même physiquement. Mais cependant, j'ai pris goût à l'accueil, à l'accueil des mamans, des bébés, des pères aussi. Ça a énormément évolué au niveau de l'accompagnement à la paternité. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place qui sont intéressantes à ce niveau-là, mais on a perdu beaucoup de choses aussi au niveau de l'accompagnement des sages-femmes, parce que par exemple, on pouvait accompagner la femme dès la déclaration de la grossesse, on pouvait faire la déclaration de grossesse et suivre la maman et son enfant jusqu'à 1 an, ce qui a disparu. Alors, je comprends que quelquefois on ait besoin d'un spécialiste, mais ça a toujours été le cas et on a toujours délégué la sage-femme ne s'occupant que de la physiologie. Et là, il y a une dérive à l'heure actuelle qui va vers la pathologie qui m'intéresse pas du tout. Voilà. Parce que c'est au détriment de la qualité de l'accompagnement de la physiologie. Oui, mais c'est vrai qu'on remarque souvent le côté pathologique, mais même dans les études finalement, des sages-femmes et certainement d'autres professions aussi, que je connais pas forcément, mais des retours que j'ai pu avoir. C'est vrai que les études montrent souvent comment gérer une pathologie et pas forcément comment accompagner. Mais normalement, la sage-femme, le rôle de la sage-femme, ça s'arrête à la pathologie. Dès qu'on bascule de la physio vers la patho, on doit déléguer. C'est déontologique. On doit faire appel à plus compétents que nous. Et il y a plus compétents que nous. Bien sûr, oui. Mais il y a eu aussi une dérive du côté des compétents qui manquaient de boulot à un moment et qui ont accaparé le côté physio. Alors, pour la petite histoire et pour mon histoire personnelle, mon grand-père était médecin généraliste. Il était même médecin militaire, donc il a fait de la médecine coloniale et il a pratiqué des accouchements. Et il disait toujours, un accouchement, ça doit se laisser à la sage-femme. Donc j'ai été élevée là-dedans. Hein. Et puis il me racontait aussi les accouchements de gitans dans la roulotte. C'était super. Ça me faisait rêver ça. Et d'ailleurs, j'adore aller m'occuper des grossesses et des accouchements des gitanes. Des gitanes et des communautés. Oui, c'est notre culture. C'est vraiment autre que la France à part entière, quoi. Oui. On entre dans un univers qui est chaleureux, qui est joyeux. Les enfants sont un peu en liberté dans un cadre. Oui, dans un cadre un peu plus flexible, mais toujours. Mais avec ils sont sous la surveillance de tout le monde, un petit peu comme ce qu'on m'a raconté des enfants à la Réunion, qui sont sous la responsabilité de toute la communauté. D'accord. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. J'ai eu des très belles expériences et des très belles joies, des grandes joies avec des rencontres géniales. Hein. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs, grâce aux futures mamans. Et en particulier grâce à celles qui prenaient la décision d'accoucher à la maison. Donc j'ai été un petit peu entraînée. Après, déjà quand
Bon, j'ai commencé à travailler tout de suite après mon diplôme en 81. Oui. Mais je vous rappelle que c'était parce que je voulais des enfants, donc j'ai eu mon premier enfant en 82. Donc là, j'ai fait des remplacements jusqu'à sa naissance. Après sa naissance, je voulais l'allaiter longtemps. Donc j'avais travaillé dans une petite maternité dans le Lot qui me plaisait parce que vraiment c'était avant, pendant, après. Et puis on faisait des gardes longues à ce moment-là. C'est l'ARS qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui a décidé de morceler les gardes de sages-femmes qui sont passés de 10 jours, mais ça alternait garde et astreinte. Oui. Ouais. Et donc ça, c'était un système qui me convenait parfaitement. Parce que, moi, quand je faisais 10 jours de garde, j'avais 20 jours de repos. Oui. Donc, je pouvais m'occuper de mon premier enfant. Oui. Et puis, petit à petit, elles ont été morcelées, jusqu'à arriver à des gardes de 12 heures. Oui. En étant en alternant en libéral, du coup alors, je faisais, alors là, le libéral, j'ai commencé, bon, après la naissance de mon fils, donc, j'ai été rappelée par une maternité qui voulait absolument que je revienne. Et j'avais dit non, j'allaite, mais vous pouvez venir avec votre bébé. Donc là, ça a un peu changé les choses. J'ai recommencé à travailler quand il avait 4 mois. D'accord. Mais déjà, le congé maternité, c'était 2 mois et demi. Ça l'est toujours. C'est dramatiquement trop court. C'était déjà dramatiquement court à mon époque. Je trouve que ça l'est encore plus. J'ai réussi à gratter 4 mois. Oui. Et à aller travailler avec mon petit. Alors on va faire un petit retour en arrière parce que mon fils, je l'ai eu à la maternité où j'ai fait mes études. À l'époque, j'étais quand même bien formatée. Donc ça faisait 1 an que j'avais fini mon parcours et mes études. J'étais donc sage-femme. J'avais un petit peu d'expérience. Je savais comment faire les bébés, mais je savais comment rentrer dans le moule de mon apprentissage en fait. Oui. Et c'est là que j'ai compris que ça fonctionnait pas. C'est ouais, là j'ai compris. Oui, en devenant maman. Ouais, en devenant maman. Vos premières idées s'avéraient exactes, quoi. Enfin, le fait des études un peu. Mais à l'époque, moi, j'étais dirigées, très. Oui, mais non, j'étais très dedans. Ah oui. Je contestais rien du tout. Je trouvais ça très bien. Donc c'est en devenant maman que. Et oui. Vous avez que là, je me suis dit non, ça fonctionne pas comme ça. Non, moi, ça a été un peu tardif et j'avais besoin de l'expérience. Oui. Donc j'ai eu un accouchement alors à la fois facile. J'ai été motivée parce que je savais que ça reposait sur moi quand même la naissance de mon enfant. Donc c'était un gros bébé, mais moi-même je pesais 4,5 kg à la naissance. Je m'attendais à avoir un gros bébé. Alors comme je connaissais tout le monde, j'avais un monde fou dans ma dans la salle de naissance. J'avais 3 anesthésistes, des copines sages-femmes, un étudiant en médecine qui est venu me massacrer parce que on me dit ça te dérangerait pas que il faut bien qu'il apprenne. Et j'ai dit oui. Mais j'ai fait une hémorragie terrible. Il a accumulé les mauvais gestes en fait. Sinon tout allait bien. Et puis mon bébé est né naturellement. Et à l'époque, on les réchauffait, surtout les gros, en couveuse pendant un moment. Donc j'ai beaucoup souffert de la séparation immédiate de mon bébé. Je pense qu'il en a souffert aussi. Vous dites surtout les gros, pourquoi particulièrement? Parce que ils ont tendance. On les soupçonne toujours d'être enfants de diabétiques. D'accord. Et donc, on va leur faire des glycémies et on va surtout lutter contre le refroidissement parce que il y a un risque pour le cerveau. D'accord. Si c'est pathologique. D'accord, mais dans ce cas-là, ça l'était absolument pas. Oui. On n'était que des gros bébés dans la famille. Donc, c'est voilà la nécessité de se rapporter à la clinique. C'est d'abord il allait bien. Il avait juste besoin de sa mère. À l'époque, on les mettait pas en peau à peau. D'accord, oui. Bon, moi, je l'ai mis en peau à peau parce que c'est instinctif. Oui, vous en aviez besoin. Quand je l'ai enfin eu. Oui. Mais j'ai l'impression que
Oui, je pense que ça a bien duré 3 heures avant qu'on me le rende, hein. Ouais. Et je n'arrêtais pas de réclamer mon bébé. Et c'est une souffrance, c'est une souffrance maternelle, mais on imagine la souffrance du bébé qui est dans une boîte en plus où on n'arrête pas de faire du bruit. Donc après, j'ai été très sollicitée pour des accouchements à domicile. D'accord. Et donc. Et là, ça faisait combien de temps que vous exerciez? On va dire 4-5 ans. Mais j'avais accumulé pas mal d'expérience. Oui, bien sûr. Et vous étiez du coup déjà vous étiez informée de l'accouchement à domicile aussi Alors, ça me formait de l'accouchement à domicile, c'est-à-dire que sur le plan juridique, ça n'a jamais été interdit. Il y avait une demande et en fait, ma meilleure amie a eu une césarienne pour son premier au moment où j'ai eu mon premier. Ils ont 2 jours d'écart. D'accord. Elle a eu elle a attendu le deuxième 3 ans après ou 4 ans après. Et je me suis dit, si elle retourne à la maternité, elle accouchera jamais. Donc je me suis installée pour elle, pour l'accompagner. Et entre-temps, j'ai eu d'autres demandes. Donc ça n'a pas été mon premier à domicile. D'accord. Après une césarienne, ça se fait pas. Hein. Je veux dire. Mais entre-temps, tout ce que j'avais vu comme difficulté apparue à l'accouchement, voire accident, venait d'une mauvaise manœuvre médicale. Ouais. Parce que je travaillais dans une clinique et puis en même temps je faisais des gardes ailleurs pour voir comment on travaillait. Et donc j'ai accumulé pas mal d'expériences dans le négatif et dans le positif aussi, parce que par exemple je suis allée à Strasbourg travailler parce qu'il y avait un obstétricien qui formait le monde à la réflexothérapie en obstétrique. D'accord. Donc c'était intéressant. Et puis bon, j'ai vu d'autres choses aussi, parce qu'en même temps, je continuais à me former, mais d'une manière un petit peu plus, je vais dire parallèle. J'ai commencé aussi à me former à l'ostéopathie à l'époque où elle était complètement illégale. D'accord. Voilà. Mais ça donnait quand même des outils intéressants. Dans l'accompagnement. Ouais. Dans l'accompagnement et puis dans l'accouchement aussi, parce que c'est quand même une histoire de mécanique beaucoup. Ça a vraiment renforcé mon attention sur le côté clinique. Être à l'écoute, agir le moins possible, le plus discrètement et le moins possible. Comme Michel Audin le revendiquait un petit peu. Absolument, il disait à l'époque que pour suivre un accouchement, il fallait un journal et une paire de ciseaux. Alors moi, je lis pas le journal, mais tricoter, oui, mettre une ambiance à domicile. De toute façon, quand j'arrivais, quand je faisais la première visite, je demandais où est-ce que j'allais pouvoir dormir. Et quand j'arrivais pour l'accouchement, bon, je voyais où est-ce qu'on en était, mais j'allais toujours faire un petit somme pour mettre une ambiance. Ça va, si la sage-femme dort, puis on peut la réveiller à tout moment. C'est ça. En fait, c'est des trucs hyper rassurants qu'on n'a pas. Parce que combien de fois, quand j'étais à la maternité, donc la nuit, les gens arrivent, ils sonnent, on va ouvrir. Ils disent, oh pardon, je vous dérange. Je suis un peu là pour ça quand même, même si je suis un peu ébouriffée parce que oui, je suis tombée de sommeil sur un endroit très inconfortable. Enfin, il faut pas s'excuser de réveiller la sage-femme. Et il faut savoir d'ailleurs. Moi, ça me fait cet effet-là. Quand je suis appelée à un accouchement, même si c'est en plein milieu de la nuit, alors que je suis très grognon si on me réveille, hein, ou si on me coupe mon premier sommeil. Mais là, ça me donne une énergie qui se nourrit avec le suivi. Alors bien sûr, on peut être crevé et puis dire bon là j'ai besoin d'aller dormir 1 heure. S'il y a besoin, on me réveille. Sinon, je dors au moins pendant 1 heure. Puis bon, je me réveille avec un œil là, un œil là, mais petit à petit ils se remettent. Et puis je pense que pour suivre un accouchement dans de bonnes conditions, il faut avoir du temps, avoir
être là. Oui, être présente. Être présente. La tête aussi. Disponible. Laisser le reste de côté. C'est ça, voilà. On est finalement peu sollicité. Enfin, je veux dire, c'est pas un effort surhumain. Alors qu'en maternité, mais c'est épuisant. C'est en tant que sage-femme. En tant que sage-femme. Et de plus en plus, on court partout. Oui. C'est, il y a des lumières qui sont asséchantes aussi. Enfin, je veux dire, c'est épuisant rien que d'y être. Oui. Voilà. Donc vous êtes dirigée plutôt après sur l'accompagnement à domicile. Oui, jusqu'à. Après votre premier enfant, c'est ça? Oui, après mon premier enfant. Oui, jusqu'à, voilà, ça rentrait au CP. Parce que là, il fallait, parce que entre-temps, j'ai divorcé aussi, donc d'accord. C'était plus compliqué et je me suis dit non mais, enfin, qu'est-ce qui prime dans ma vie? C'est ma vie de mère, pas. Bien sûr, oui. Donc là, je me suis installée. Enfin, j'étais déjà libérale puisque je faisais des accouchements, mais j'ai dit bon non, je vais faire de la préparation à la naissance. À l'époque, on avait pratiquement que la préparation à la naissance pour vivre en tant que sage-femme. Et puis après, je suis partie à Toulouse, où je me suis associée avec une autre sage-femme pour faire un peu plus de préparation à la naissance, parce que dans l'autre, je pouvais pas en vivre, quoi. C'était toujours la difficulté de vivre du métier. Donc, je ne suis pas plus du tout à Toulouse. Vous n'aviez pas non plus les suivis gynécologiques aussi. Non. Voilà, qui rentraient en jeu. Ouais. On avait, mais on avait quand même mais les femmes le savaient pas. Oui. On avait le suivi de grossesse pathologique, mais combien de femmes j'ai rencontrées à qui on avait dit bon ben vous restez au lit sans bouger avec un petit gamin de 1 an ou 2 ans, il faut surtout pas bouger, et puis alors qu'elle aurait pu avoir une visite de sage-femme 1, 2, 3, 4 fois par semaine ou autant qu'il fallait. Oui, il n'y avait pas d'information. Il n'y avait pas d'information et les gynécos ne prescrivaient pas alors que c'est sur prescription. Ah oui. Voilà. Donc oui, il aurait fallu le réclamer, mais elle ne le savait pas. Et les gynécos n'y pensaient pas du tout. Oui. Ou ils n'aimaient pas les sages-femmes. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les sages-femmes. Alors ça le fait moins maintenant, mais... Oui, à l'époque, c'était encore un peu hiérarchisé vraiment dans la tête c'est ça. du corps médical. Et donc vous disiez sur Toulouse, après vous... Alors oui, je ne m'y suis pas plu parce que bon... j'avais du mal à avoir arrêté les accouchements à domicile. La préparation, on s'est connus en préparation, mais je trouve ça difficile de préparer des femmes qui vont aller se faire massacrer, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de massacres. Donc après, en rééducation du périnée, il y a beaucoup aussi de... Donc ça, c'est intéressant aussi. La rééducation du périnée, c'est après les années 90. Mais ça nous a permis de vivre en tant que sage-femme. Donc ça, c'était intéressant, mais je trouvais ça tellement plus simple d'avoir un accouchement qui se passe bien, d'avoir les conseils adaptés au fur et à mesure, de pas passer par la case massacre. Très souvent, j'ai râlé dans ma jeunesse parce que les femmes pouvaient aller voir une sage-femme, mais elles y pensaient jamais. Et maintenant, c'est beaucoup plus généralisé d'aller voir une sage-femme, mais c'est après le massacre souvent. Donc, alors je reconnais que moi-même, je me suis, engagée dans cette profession, plus après la naissance de mon fils, où j'ai moi-même vécu des choses difficiles, si bien que donc après mon année à Toulouse, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. D'accord. Parce que j'avais beaucoup travaillé aussi, d'aller voir ailleurs. Et puis pendant que mon fils était supposé aller chez son père, parce que finalement il ne le prenait jamais, ça c'est personnel, je prenais des gardes ailleurs, toujours pour voir comment on faisait ailleurs. Oui. Et donc j'avais travaillé plus que mes besoins, et je me suis dit bon, je vais réfléchir pendant 1 an. C'est là que je rencontre le géniteur, je l'appelle comme ça, de mes filles, parce que ça s'est très mal passé. D'accord. Après avoir décidé de faire un enfant ensemble, de préférence des jumeaux, veut exaucer, c'est des jumelles. D'accord. Qui sont nées à la maison de naissance de Sarlat,
puisque bien auparavant, même c'était quand j'étais à Toulouse, et même non, j'étais déjà dans le Lot, j'avais pris contact avec Suzanne de Béarn à Sarlat, qui tenait la dernière maison de naissance française, qui avait été toute fermée par décret de la loi d'Iénèche. Et donc on permettait aux sages-femmes de terminer leur exercice. Donc à l'époque, une maison de naissance, c'était une maison dans laquelle on pouvait accoucher sous la surveillance d'une sage-femme qui était parrainée par un médecin généraliste. Et c'était super. Il y a des établissements qui reviennent un petit peu à alors, ça. Oui, pas dans le secteur, du coup. Mais non, c'est loin. La première est à Castres. Donc, je suis allée à l'inauguration. Ah oui. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais c'est déjà ça. Mais le problème, c'est que c'est entièrement sous la responsabilité et la gestion des sages-femmes libérales. C'est un boulot énorme. Moi, on m'a sollicité pour aller à Sarlat. Oui, elle voulait que je prenne sa suite, mais c'était légalement pas possible. Mais à Castres, j'ai été sollicitée. J'ai posé la question, c'est pas trop lourd pour les sages-femmes? Et elles m'ont dit si, c'est très lourd. Et je sais à quel point ça peut être lourd. Dans le sens administratif. Alors, administratif, plus la clientèle, plus les accouchements, plus quoi. Il y a toujours, puis c'est toujours en association entre sages-femmes. Donc, c'est vraiment une gestion énorme. Donc, j'ai eu mes filles à Sarlat. L'accouchement s'est super bien passé. C'était 2 sièges. Un peu prématuré quand même, enfin un peu beaucoup, mais j'étais dans un climat de confiance totale, et puis avec des gens qui y connaissaient beaucoup en médecine parallèle. Donc ça fait que, enfin, il y a vraiment des choses très efficaces et très intéressantes. Mais on peut pas le dire. On peut pas faire d'études. Maintenant, tout repose sur les faits scientifiques prouvés. Voilà. Alors que on peut faire dire ce qu'on veut aux études. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'exercer au moment du Covid, parce que on nous servait des études. Alors je me suis formée à la lecture des études scientifiques parce que c'est quand même important. On nous les balance à la figure sans arrêt. Et donc je voulais continuer à travailler parce que c'était financièrement important. Donc j'ai lu les études pour choisir un vaccin, pour pouvoir continuer à travailler. Non, aucun vaccin n'était fiable. Maintenant, petit à petit, on apprend que... Mais bon, j'ai vu des accidents aussi, parce que j'ai travaillé pendant la période Covid, jusqu'à ce que on soit obligatoirement vacciné les soignants. Donc j'ai arrêté là, puis j'ai repris quand l'obligation vaccinale au Covid a été suspendue. Donc j'ai vécu et la naissance de mes filles d'une manière paisible, et le premier mot c'est paisible. C'est tellement important d'avoir la paix, parce que l'allaitement aussi, je les ai allaitées, et je me disais, mais comment les femmes arrivent à allaiter dans une maternité où on est tout le temps dérangé. Enfin, j'avais allaité le premier sans problème, mais bon, personnellement, j'étais dans une famille où tout le monde allaitait, donc c'est très facilitant. Mais avec des jumeaux, il faut vraiment avoir la paix, hein, parce que c'est un boulot à temps plein quasiment. Moi, j'avais allaité mon premier, mais c'était quand même pas pratique à la maternité, tout ça. Donc je m'étais dit, d'abord j'ai arrêté, d'abord j'ai diversifié trop tôt pour lui. Il était très malheureux, et du coup moi aussi. Et donc j'ai commencé à diversifier, et j'ai allaité jusqu'à 8 mois à peu près, enfin petit à petit, de moins en moins. Et j'ai vécu ça vraiment comme une grosse frustration. Et je m'étais dit, toujours alimentée par mes lectures et expériences professionnelles diverses, le prochain, j'attendrai qu'il arrête. C'était des jumelles. D'abord, elles n'ont rien voulu manger jusqu'à 1 an. Mais rien du tout. Hein.
Ce matin, je vais rarement sur Facebook, mais bon, j'ai ma page Facebook et je vois sur un groupe d'accouchement à domicile une maman qui dit excusez-moi pour le hors sujet, mais j'ai une expérience à partager, puis je voudrais vos avis. Et elle racontait qu'elle a un enfant de, il me semble, 9 mois et demi, qui veut rien manger d'autre que le lait maternel, ou peut-être elle lui donne du lait maternisé aussi, enfin du lait artificiel. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire ouais. Moi, j'ai eu des jumelles qui ont rien voulu. Et puis alors, je leur préparais des trucs, rien. Rien jusqu'à 1 an où elles ont commencé à manger des morceaux de banane et d'avocat. Mais moi, j'étais tranquille parce que je savais que le lait maternel est suffisant largement jusqu'à 1 an au moins. D'accord, oui. Sauf que il faut quand même manger. Enfin, c'était du boulot, quoi. Manger et boire, et puis j'avais pris un congé parental. J'allais dire, vous aviez pu les garder jusqu'à 1 an jusqu'à 3 ans, ouais, 3 ans et demi, même j'ai prolongé jusqu'à leur rentrée scolaire. D'accord. Donc voilà, j'ai échangé cette expérience qui a bien rassuré la jeune maman, parce que on perd complètement le pied avec la physiologie. C'est normal d'allaiter son enfant. Oui. C'est normal. C'est comme très souvent les femmes reviennent de la maternité maintenant, donc on s'est rendu compte à quel point les médicaments pour couper le lait sont toxiques, ils sont dangereux, ils peuvent vous faire mourir. Ah oui. C'est quand même dommage. Et donc on n'en donne plus, ou à titre très exceptionnel. Mais bon, on a entendu parler de l'effet placebo de l'homéopathie, donc on donne de l'homéopathie aux femmes, qui marche pas. Donc j'arrive moi souvent en Prado avec une femme qui a des seins en bois, puis c'est extrêmement douloureux, et qui prennent de l'homéopathie. Elle me dit ça n'a pas l'air de marcher. Ben je dis non, ça marche pas. L'homéopathie, c'est fait pour aller dans le sens de la physiologie. Physiologiquement, le corps est fait pour allaiter. Donc c'est pas comme ça qu'on va arrêter l'allaitement. Après il y a des trucs pour arrêter, des trucs qui fonctionnent bien, mais pas l'homéopathie. Et je trouve que c'est vraiment faire beaucoup de mal à l'homéopathie en plus. Oui. Alors je parle à bâton rompu, je pourrais parler pendant des jours de tout ça. Je sais plus où j'en suis. Oui, les filles, donc après, j'ai repris une activité d'infirmière libérale, parce qu'à l'époque on pouvait, maintenant on peut plus. Ouais. Mais je voulais surtout pas parce que j'habitais dans un petit village, donc m'occuper des personnes âgées au village, j'adorais. Et puis pour moi, c'était les 2 bouts de la vie. Donc c'était chouette aussi. Mais je voulais surtout pas qu'on sache que j'étais sage-femme, parce qu'il y a trop ça empiétait trop sur ma vie personnelle. D'accord. Quand mon fils était petit, donc je travaillais à Figeac, dans le Lot, et si j'allais au marché, je pouvais pas faire 3 pas sans être arrêtée avec bienveillance par des gens qui étaient sympas, mais c'était infernal. Mon fils, on pouvait plus, c'était donc disait surtout, d'abord, je l'ai souvent dit quand j'allais quelque part, ne dites surtout pas que je suis sage-femme, parce que sinon je vais savoir toutes les opérations de toutes les femmes dans un banquet par exemple. C'est oui. Et même, j'ai fait pendant ma pause Covid, là, j'ai fait de la figuration dans un film. Et alors mais c'est très rigolo, à Montpazier. Et donc un jour, il y a une jeune femme qui se met à côté de moi et puis qui me dit oh là là, j'ai des bouffées de chaleur, je suis en préménopause, puis elle me raconte tout. Bon, je dis bon, allez, d'accord, je suis sage-femme, je lui donne des trucs pour ça, c'était pendant le repas de midi, pour aller mieux. Le lendemain, il y en a une autre qui s'assoit à côté de moi, qui savait pas, hein, qui me fait oh là là, j'ai des bouffées de chaleur. On les attire exactement le même topo. Alors j'ai dit bah tiens, appelle l'autre, et puis à toutes les deux, j'ai répété la même chose, quoi. C'est mais
Voilà, c'est une profession qui a pas de limite, en fait. Oui, oui. Ben, c'est sympa, on sait des trucs qu'on peut transmettre, puis c'est très agréable hein, de rencontrer des personnes qui parlent de la naissance de leur enfant, parce que c'est quelque chose de... C'est un événement clé dans une vie. Et d'ailleurs, je pense à une autre, toujours sur le même événement, avec qui je sympathise. Donc, on était habillés en paysanne du XVIIe siècle, puis on se parle comme ça entre deux prises. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis sage-femme. Oh là là, elle me dit, j'ai une passion pour ce métier, j'aurais aimé faire ça, j'ai un petit garçon, et la semaine dernière, j'ai rencontré ma sage-femme, et puis elle me donne des détails. Et alors, il se trouve que c'est une amie avec qui j'avais parlé de cette rencontre, de cette sage-femme et cette femme. Ah oui. Ah, je lui dis, mais tu t'appelles Céline? Elle me dit oui. Je lui dis, je l'ai rencontré. Enfin, on a parlé de toi. Je connais ton histoire. C'est incroyable. Hein. Comme ça fait des tas de tissages qui sont très sympas. C'est vrai que tout ça, c'est très sympa. Mais donc, j'ai fait des soins infirmiers pendant quelques années. Et puis, pendant la scolarité primaire de mes filles. Et je m'étais dit, je vais retourner à la sage-famerie, mais il faut que je me trouve un endroit, parce que là, j'étais dans le Tarn-et-Garonne, un endroit où c'est quand même plus ouvert aux sages-femmes. Et donc, j'ai eu l'opportunité de revenir en Dordogne, et je me suis installée en libéral ici. Où j'ai commencé par faire des soins infirmiers aussi du côté de Rouffignac, là-bas, même du côté de Bassillac. Je faisais des remplacements, et puis après, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. J'étais à Périgueux à ce moment-là. Jusqu'au moment où mes filles sont parties à la fac. Donc là, j'avais besoin d'un projet personnel important, et parce que c'était dur hein, quand même. Bah oui. Ces petites garder 3 ans sous son aile. Et je commençais à m'ennuyer à Périgueux. Ça devenait quand même assez routinier. En fait, moi j'ai ma méthode de préparation, comme de rééducation du périnée d'ailleurs, une méthode personnelle que j'ai bricolée au fur et à mesure, parce que je me suis toujours ennuyée dans les méthodes, en fait. Donc c'est plutôt une synthèse. Vous avez fait un peu à votre image, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Mais malgré tout, je commençais vraiment à m'ennuyer, puis j'avais vraiment besoin de quelque chose de fort. Et j'étais allée au Québec. Mon frère avait déménagé dans les années 2000 au Québec, et en y allant, j'ai retrouvé une collègue avec qui j'avais fait mes études, qui s'est installée là-bas, alors que la profession de sage-femme, qui était illégale jusqu'à ce moment-là, venait d'être lancée dans des projets pilotes et de maisons de naissance, et c'était vraiment très intéressant. Donc je me suis investie dans ce projet, et donc ça a duré des années aussi pour pouvoir y aller vraiment. J'y allais chaque année, enfin j'y allais même quelquefois 2 à 3 fois par an, et j'ai fini par céder ma patientèle à Périgueux en 2012, et je suis allée au Québec pour donc il a fallu que je valide mon diplôme pour le faire reconnaître. Oui, là-bas, et que j'ai la résidence permanente canadienne. Oui. Ce qui était vraiment intéressant, mais on en revient à mes histoires de maternité. J'ai une petite fille qui est née en 2014. D'accord. Alors que j'étais là-bas. Ah. Et ça a été une grosse peine. Voilà. Entre-temps, il y a eu des choses dans la famille que j'aurais bien accompagné, puis que j'ai pas pu accompagner parce que j'étais pas là. Donc je me suis dit en 2015, je me suis dit bon, après, enfin non, j'ai été aidée,
je me suis cassé le poignet, j'ai pas pu y retourner en fait. Enfin, j'ai pas pu y retourner. On m'attendait là-bas, mais j'ai pris la décision de rester ici parce que la séparation de la famille, c'est pas possible pour moi. Oui. Et pour voir aussi votre petite fille grandir. Absolument, on a un rapport toutes les deux. Là-dessus, je suis revenue à Ribérac, qui a été une période très heureuse de ma vie de sage-femme. D'accord. Jusqu'au Covid. Voilà, jusqu'à l'obligation vaccinale. Voilà. Et où là, vous accompagnez, pareil, les préparations à la naissance. Rééducation du périnée. Je faisais un peu de gynéco, les frottis, tout ça. Mais je suis pas fanat de faire de la gynéco parce qu'on est très vite en pathologie. On est limité. Alors, je peux donner des conseils du genre pour les mycoses à répétition, tout ça. Mais je me sens pas à l'aise avec, par exemple, avec l'avortement ou même le frottis avec les résultats, c'est quand même ou les MST, tout ça, enfin les IST. C'est pas mon truc, quoi. J'aime pas beaucoup la gynéco. Je trouve que c'est vraiment de la pathologie, on n'est plus dans ce qui fait le cœur de notre profession, et je trouve qu'on s'est tellement éloigné de l'accompagnement global, quoi. Et maintenant, vous exercez un petit peu, du coup, sur Périgueux? Non, partout, parce que par exemple, à Bergerac, j'ai eu vent de la difficulté que les sages-femmes avaient de trouver une sage-femme pour faire les sorties Prado, les sorties précoces. D'accord. J'ai dit, je suis là, moi je veux bien, et j'y suis allée d'ailleurs. Quand j'ai dit je suis là, j'y suis allée. Enfin, on m'a appelé, on m'a sollicité pour 2 visites le même jour. Depuis, ça fait déjà quelques mois, j'ai pas été... À la maternité, proprement parler. Enfin, de la sortie de la maternité. Oui, pour la sortie de la maternité. Donc oui, je peux aller partout, et d'ailleurs, partout où on me sollicite, je vais. Mais c'est pas une grosse activité. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ça fait presque 1 heure que je parle non-stop. Non, mais moi j'aime bien ces expériences comme ça, c'est toujours intéressant. Oui, il en faut. La vie personnelle se mêle à la vie professionnelle, dans cette profession. C'est ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en regardant ce parcours et toutes les rencontres qui vous ont mené ici aujourd'hui? Alors, j'ai beaucoup appris grâce aux femmes, justement, avec l'accouchement à domicile. J'ai appris à ne pas intervenir et à regarder. Et puis, j'ai beaucoup appris aussi de valeurs comme la confiance, la sécurité affective, tout ça, qui sont les bases du suivi sage-femme au Québec. Donc j'ai un peu, quand je suis allée au Québec, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard qui retrouvait sa famille, en fait. Et j'espérais rapporter quelque chose en France, mais dans le système, j'ai essayé. Ça n'a pas pris. Je sais que j'ai laissé quelques traces, mais c'est David qui se bat contre Goliath. Je pense que les sages-femmes, en général, sont intéressées par la physiologie, mais le système, pas du tout, quoi. Oui. Vous avez l'air, d'être déçue. Ah, je suis désabusée, oui. De cette bataille qui vous semble un petit peu perdue d'avance. Enfin, perdue. Pas d'avance, là, elle est perdue. Pour le moment, elle est perdue. Au Québec, les sages-femmes étaient illégales. Elles avaient été interdites complètement. Elles ont été remises en place parce qu'il y a eu un féminicide de masse. On appelait pas ça un féminicide. Dans les années 2000, il y a un espèce de fou sanguinaire qui est allé tirer sur des jeunes femmes de l'école polytechnique de Montréal. Donc, il y a eu un grand mouvement féministe après, à la suite de ça, qui a dit, bon, nous, on en a ras-le-bol de ce machisme et cette violence faite aux femmes. Donc, c'était dans les années 2000. On veut accoucher comme on veut. Sur cette énergie-là, ils ont dit, bon, on va mettre ça en place et on va ouvrir des maisons de naissance et puis ça va se multiplier, on va réglementer la profession de sage-femme. Et les sages-femmes
qui étaient des sages-femmes qui avaient travaillé de manière illégale, ont passé des examens, et elles ont structuré la profession de sage-femme. C'était vraiment très intéressant parce que on partait de, puis l'histoire de la profession de sage-femme partout, ça apprend énormément de choses quant à l'étouffement des femmes par les hommes, du pouvoir masculin. Donc, je me dis bon, c'est de pire en pire. Honnêtement, c'est de pire en pire. Bon, il y a quelques maisons de naissance. Je veux dire, si j'avais quelqu'un dans mon entourage à part accoucher à domicile, où je trouve que en France c'est pas fait de manière sécuritaire quand même. C'est ça qui me tracasse. Il manque de considération dans ce mode d'accouchement-là qui pourrait être un peu plus soutenu. Ouais, c'est-à-dire qu'il suffirait d'une collaboration entre. Moi, j'ai connu ça au Québec. Les gens sont pas forcément d'accord et on n'est pas forcément bien accueillis, mais c'est légalement structuré. Et puis les sages-femmes qui travaillent, donc elles sont dans une maison de naissance, elles dépendent d'un grand centre, d'une grosse maternité, et les gens qui choisissent d'être suivis par une sage-femme, ils choisissent soit d'accoucher à la maison, soit en maison de naissance, soit en maternité. Donc c'est établi. Et ça partait de pire que chez nous. Nous, on partait de bien plus avancé. Et petit à petit, ça se resserre. Je pense qu'à un moment, ils vont interdire l'accouchement à domicile, mais là, à l'heure actuelle, toutes les sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile, elles sont attaquées et cassées dès que possible. Hein. Pour moi, d'ailleurs, moi, je préfère suivre un accouchement à domicile d'une femme qui a jamais eu d'enfant que de le suivre en maternité, parce que je sais que il y a tellement de risques par rapport à l'intervention, quoi. Donc c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et donc petit à petit, on va vers ça. Je suis désolée d'avoir connu ça, parce que au début de mon exercice, je me disais bon, il y a des choses à changer, mais on va y arriver. Et ça a été de pire en pire. Je suis quand même optimiste parce que je me dis bon, le jour où tout va se casser la figure, parce que ça coûte un argent fou, que les femmes accouchent à domicile sans l'avoir choisi, et ça c'est dangereux parce que les gens sont pas formés pour ça. Donc il y a des pompiers qui arrivent, bon ça s'améliore un peu parce qu'il y a des sages-femmes pompiers maintenant. La plupart du temps ils sont pas formés, ils flippent, et je pense que le plus gros danger autour de l'accouchement, c'est la peur. C'est la peur des gynécos. C'est la peur des sages-femmes comme elles sont formées maintenant. C'est la peur du côté surmédicalisé. Voilà, donc on va faire ça pour éviter que, et puis comme on a fait ça, on va être obligé de faire ça parce qu'il y a des effets secondaires graves, et donc ça n'arrête pas, quoi. Donc voilà, c'est là la situation elle est grave. Je vois pas avec sérénité quelqu'un de mon entourage accoucher en maternité. Je conseillerais plutôt d'aller louer un gîte à Castres ou dans les environs tout le temps de la grossesse, plutôt que de subir des réflexions ou des examens stressants comme la multiplication des échographies qui sont absolument pas anodines et qui sont à chaque fois, mais à chaque fois on dit quelque chose de flippant. On touche le risque que on révèle tel problème. Et on passe à côté de choses terribles. Terribles en plus. On n'en voit que du stress. C'est tellement... Alors parallèlement, il y a quand même des trucs qui se développent, comme les ateliers nesting. On pourrait appeler ça santé de l'environnement personnel. Mais ça fait des années qu'on parle d'écoles, et que il fallait pas affoler les femmes, mais je me souviens d'avoir il y a 20 ans déjà, d'avoir alerté des femmes de pas faire des travaux avec de la peinture pendant la grossesse, ou parce que il y avait on avait au niveau sanguin, on avait des pathologies, et on arrête de faire des âneries, ça va mieux. Mais en attendant, on a envoyé des choses très toxiques au bébé qu'on porte, quoi.
Donc, ouais, non, Et à côté de ça, il y a aussi aujourd'hui beaucoup en vogue, si on s'intéresse au sujet, de femmes qui souhaitent revenir un petit peu à un accouchement physiologique le plus possible. Oui, mais alors, les sages-femmes, elles sont pas du tout formées à ça. Elles appellent un accouchement physiologique un accouchement avec péridurale. Je suis désolée, dès qu'on intervient, ça n'est plus du domaine de la physiologie. Ça peut être un accouchement normal, on va dire c'est un accouchement normal, mais non, on intervient sans arrêt. Ne serait-ce que poser une voie veineuse, c'est une perturbation. Oui. Oui, en maternité, le côté physiologique ne peut pas être atteint à 100%. Il pourrait. Je veux dire, l'idéal d'ailleurs, ça serait d'accoucher comme à la maison, à la maternité. Oui. On a le cadre sécurisant et attendons qu'il se passe quelque chose avant d'intervenir. Oui, mais en l'état, on en est loin. Oui, parce que il y a pas mal dans beaucoup de maternités maintenant, il y a ce qu'on appelle un pôle physiologique, c'est-à-dire une salle de naissance où on peut accoucher, mais pas sans la voie veineuse. Bien sûr, oui. Et puis on va très vite se déplacer vers de la pathologie. Alors après, on peut pas, je veux dire, un des derniers accouchements que j'ai accompagné, c'était à Bergerac où on a nos entrées en tant que sage-femme. Et donc c'était un couple qui voulait vraiment en plateau technique, c'est ça? En plateau technique, ouais. Qui voulait accoucher de manière physio. On a été obligés, et j'étais présente, donc je sais que il y a des cas où on peut pas se passer de l'intervention d'un collègue obstétricien. Bon, j'ai eu le bonheur de pratiquer quelques accouchements à domicile au Québec, mais il y a quand même des transferts. Hein. Oui. Et oui, en après, maison de naissance, c'est sûr que le côté médical a quand même son intérêt. S'il a vu le jour, il a quand même son intérêt dans des cas où il est nécessaire. Oui. Absolument. Faut pas, mais il est pas. Faut pas confondre les deux. Voilà. Ça, c'est sûr. Ce qui est insupportable, c'est qu'il y ait 20% de taux de césarienne. C'est énorme. Quand l'OMS en recommande 10%, ce qui est beaucoup. Je sais pas si vous avez entendu parler de Ina Megaskin, qui est une, chez elle, c'est 2% de césarienne. En France, on est de plus en plus mauvais au niveau de la périnatalité, de la petite enfance. Donc, mais vraiment, on a des très très mauvais résultats. Hein. Donc, il y a vraiment pas de quoi dire on fait ce qu'il y a de mieux. Non, on fait pas ce qu'il y a de mieux. Mais ce qu'il y a de mieux, ça demande vraiment un développement humain. Oui. Voilà ma conclusion. Il manque aussi de personnel et l'accompagnement humain de temps plus nécessaire que parfois la médicalisation de au cas où. Oui, c'est ça. Et alors, ce que j'appréciais particulièrement au Québec, c'est que les sages-femmes sont salariées par le gouvernement sur la base des 35 heures. Les heures supplémentaires sont payées, évidemment. Et donc, c'est un système qui reste à améliorer, hein, mais qui est beaucoup plus favorable à la santé des sages-femmes aussi, parce que là... Sage-femme, c'est une profession qui dépasse pas les 40 ans en moyenne. M'avait dit un recruteur. Et sur ce, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui potentiellement se lancent dans la maternité? C'est paradoxal à propos d'Internet. Il y a du bon, mais il y a surtout du très angoissant. Donc, il faut trouver une sage-femme avec qui on s'entend déjà. Avec qui on échange, et on peut changer de sage-femme en cours de route. Il y en a maintenant beaucoup, des sages-femmes libérales. Il faut se renseigner sur ce qui est proposé. Alors, se renseigner beaucoup, et avoir des lectures, la base, éclairée, mais plutôt regarder du côté d'Ina Megaskin, de Michel Audin, évidemment. Alors, si on peut réexpliquer qui est Ina Megaskin quand même, pour ceux qui Alors, c'est une sage-femme... pionnière américaine qui a traversé les États-Unis de la côte ouest au fin fond du Tennessee avec une caravane de hippies en fait. Et elle s'est formée
à l'accouchement durant le trajet. Et puis bon, elle s'est formée avec des études de sage-femme. Et donc, arrivée dans le Tennessee, bon, elle avait déjà une certaine expérience. Ils ont fondé une communauté où il y a eu pas mal d'accouchements et petit à petit, les gens venaient d'ailleurs. Il y avait une communauté amish à côté aussi, où il y a beaucoup d'accouchements qui venaient chez elle. Et il y a des gens qui viennent du monde entier pour se former ou pour accoucher. Il y a quand un bébé fait une dystocie des épaules, c'est-à-dire qu'il est coincé, il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Gaskin. Donc toutes les sages-femmes et les obstétriciens connaissent cette manœuvre dans le monde entier. Elle a mis au point des choses. Oui, elle fait des ateliers. À un moment, je voulais y aller. Maintenant, c'est trop tard. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, pendant longtemps, j'étais vraiment très passionnée par tout ça. Maintenant, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et si j'avais l'occasion d'aller la voir, elle est très âgée maintenant, d'aller dans sa communauté, ça me plairait. Et elle a fait des livres. Elle a fait des livres. Il y a aussi Isabelle Brabant, qui est une amie à moi, qui elle continue d'être passionnée et de former toutes nos collègues et obstétriciens aussi à l'accouchement par le siège. Elle diffuse la méthode d'une sage-femme anglaise. Mais bon, elle a un très bon bouquin qu'elle a modifié au fur et à mesure aussi, qui a été réédité, qui s'appelle Une naissance heureuse. Donc déjà avec avec Audin, il en a écrit pas mal. Et puis il y en a un de photos aussi. Moi, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur le côté beau, le côté. Oui, le côté un petit peu exceptionnel. C'est ça. De l'accouchement. C'est ça. Ce qui arrive 1, 2, 3, 4 fois dans la vie. 10. Et même. Ça serait énorme, mais c'est pas énorme. Mais au Québec, il y avait des familles de 25, encore il n'y a pas très très longtemps. Il y a juste 2 générations, ou 3, puisque c'était 2 générations avant moi. Même une femme qui a eu 25 enfants, pour chaque naissance, c'est exceptionnel. Oui, bien sûr. Nous, on n'en a pas eu autant, on n'en aura pas autant. Et faut pas avoir de regrets, quoi. Et puis, il ne faut pas déléguer à un accoucheur qui va vous sauver ou un anesthésiste. C'est tellement exceptionnel. Partager le plus possible en bouche à oreille. Par exemple, éviter complètement baby boom, c'est l'horreur absolue. Alors voilà, moi j'avais en préparation, j'en fais plus de la préparation. C'est sûr il faut mettre en place tout ce qui va nous mettre en confiance et en sécurité. Il faut réfléchir à ces 2 notions pour soi-même. Qu'est-ce qui me met en sécurité? Qu'est-ce qui me met en confiance? Comment je vais pouvoir m'épanouir là-dedans, dans ce qui m'est proposé autour de moi? Est-ce que je vais être obligée d'aller jusque chez Ina May Gaskin? C'est possible, il y a des femmes qui le font. Oui, par exemple, une chose importante quand le travail commence, c'est d'aller marcher dans les bois. Donc, faut y penser à ça. Avant un accouchement, où est-ce que je vais pouvoir aller marcher dans les bois? Est-ce que je vais me sentir bien si je suis loin de la maternité? Qu'est-ce qui va m'accompagner dans ce processus complètement physiologique? Il y a qu'à voir comme on est nombreux sur la planète. Voilà, peut-être regarder des accouchements. Alors, si on n'a pas trop peur des accouchements, mais il y a des très belles vidéos d'accouchements. Je sais pas, sur mon téléphone, j'ai dû regarder ça, une vidéo qui m'est venue hier je sais plus par quelle voie, d'une mise bas d'une biche, d'un petit faon. C'était exceptionnel. Donc ça se passe pas du tout comme chez les humains. Enfin, lui, il arrivait avec le nez en avant et puis les pattes comme ça. Bon, ça se passe très bien, mais on voit que elle commence à mettre bas sur le côté. Puis au bout d'un moment, elle se lève pour que la traction terrestre fasse son boulot. Et donc, enfin, il faut se remettre dans comment ça peut se passer si j'ai personne autour. Comment ça se passerait? Est-ce que vraiment je suis destinée à mourir ou à mourir de douleur pendant un accouchement? Ben non.
La peur, oui, ça augmente la douleur. Donc, si j'ai tellement peur d'être toute seule, d'être abandonnée, de mourir, oui, ça risque de se compliquer. Mais si j'ai confiance dans le processus, c'est le processus qui dirige, c'est personne d'autre. Peut-être que j'aurai moins mal. Et puis, bon, si j'ai de la douleur, c'est un moment intéressant à explorer. Parce qu'en plus, la douleur, ça me fait sécréter des endorphines. Rapidement, je suis dans un état altéré de conscience, modifié en tout cas, pas altéré, modifié. Et je suis ailleurs, et je suis dans ma bulle. Et c'est très intéressant d'être dans cette bulle, qui est un truc vraiment à respecter en tant que sage-femme. Donc les sages-femmes du Québec, elles apprennent aux papas de préserver la bulle et d'être à l'interface entre. Donc la femme est dans sa bulle, lui il est à l'interface entre sa femme et le monde extérieur. Ouais. Et il protège. Il y a des tas de choses. Le conjoint peut être très intéressant. Il peut être absent, c'est pas. Mais s'il est là, il peut être vraiment intéressant. Il peut avoir plein de rôles à jouer. Ouais. Lui aussi, il va grandir de l'expérience, quoi. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire pour aller dans le sens d'une expérience réussie. Alors, il y a l'effet inverse, qui est de trop vouloir se former à l'accouchement. Il n'y a pas besoin de formation, tout fonctionne. Donc, on va faire des formations genre aptonomie, juste avec une grande rigidité, une croyance qu'il y a une méthode et aucun accompagnement dans ce sens-là au moment de l'accouchement. Oui, ce qui est important, c'est de réussir à trouver les clés pour s'écouter. Oui, s'écouter quel est mon besoin. Que ce soit en maternité ou pas, mais même en maternité, il y a des clés pour garder le moment. Absolument. Moi, j'ai vu des tas de femmes qui avaient fait une préparation avec moi, rien que la préparation, et puis qui ont eu un super accouchement parce que elles se sont trouvées, elles, et alors que moi, sage-femme, je suis juste un petit catalyseur, quoi. C'est parce que c'est vrai que c'est l'expérience d'une vie. Je connaissais un gynéco qui disait le problème maintenant, c'est qu'elles en ont qu'un ou deux ou trois. Alors il faut que ça soit. Il est à la retraite depuis un moment quand même. Mais évidemment qu'il faut que ce soit une expérience réussie à 100%. Enfin, réussie. Il faut pas mettre une réussite. Il faut être en accord avec ce qu'on vit. Voilà, réussi, ça veut dire pleinement vécu dans tous ces aspects. L'accouchement, c'est vraiment une période où on apprend plein de choses sur soi et on les comprend petit à petit avec la vie. Super. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Super. Merci Véronique. Avec plaisir. Ça a été très bien pour moi aussi. Oui, riche. en information et en expérience. Oui. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.